quand tu reçois un bébé au cabinet qui régurgite, en fait, entre le fait que la maman, elle peut vivre des choses enceintes, elle peut vivre des deuils, elle peut vivre, un cambriolage hyper violent, enfin, tu vois, elle peut vivre des stress, elle peut être très angoissée, ce qui est très normal, le papa aussi. Entre ce qu'elle vit pendant la grossesse, ça, le bébé, il capte énormément de choses. Entre ce qui se passe au moment de l'accouchement, il peut se passer énormément de choses. Ce qui se passe dans les premiers jours de vie, entre le moment où la femme tombe enceinte et où le bébé arrive dans ton cabinet, il y a vraiment plein de facteurs qui font que ton bébé, en fait, il va avoir un symptôme, c'est qu'il va avoir des coliques, ou qu'il va régurgiter, ou qu'il aura le crâne déformé. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Le corps humain est incroyablement connecté et parfois, des petits déséquilibres dans notre posture peuvent avoir un impact plus grand que l'on ne pense, et cela surtout chez les nourrissons. Maintenant, comment repérer ces déséquilibres et comment l'ostéopathie peut-elle t'aider à les corriger ? Aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime Alu, ostéopathe déo, qui va nous expliquer tout ça, notamment comment les asymétries posturales chez les bébés peuvent être prises en charge pour améliorer leur bien-être. Bonjour Maxime Alu. Salut Nico. C'est génial de t'avoir ici dans ce podcast. Ça fait un petit temps qu'on se connaît, qu'on discute ensemble, ostéopathie et SIMP. C'est vrai. Toi, tu travailles avec nous déjà depuis un petit temps. Oui. Tu as ton centre du côté de Oui. Exactement. Ça fait un petit temps maintenant que tu pratiques aussi l'ostéopathie. Tout à fait, oui. Et tu m'as dit que voilà, ce serait intéressant qu'on discute un petit peu de l'ostéopathie pour nourrissons. Aussi, oui. Que tu pratiques, mais j'imagine que tu ne fais pas juste ça, toi, dans ta pratique. Non, c'est ça. Donc nous, on s'est rencontrés dans le cadre plutôt de tout ce qui était viscéral par rapport à SIMP. Et puis, en discutant, voilà, c'est vrai que je fais aussi les bébés avec grand plaisir. Et donc, c'est un bon sujet de podcast aussi. Donc, nous voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'ostéopathie pour bébés et surtout des problèmes posturaux, c'est ça, que tu peux avoir en tant que nourrisson. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà un petit peu ce que c'est que l'ostéopathie dans ce cadre-là, et surtout comment est-ce qu'elle aide à corriger justement des problèmes chez les bébés, parce que c'est vrai que, moi qui ne suis pas ostéopathe, quand je vois un bébé, ça m'a l'air tellement fragile, je me dis surtout ne pas le toucher. C'est ça. Voilà, dans quel cadre est-ce que l'ostéopathie se pratique à ce niveau-là, et en quoi est-ce que ça diffère peut-être aussi de ce que moi en tant qu'adulte il se passe quand je viens chez l'ostéopathe. Oui. Alors, la différence, le traitement n'est pas du tout pareil chez un adulte et chez un bébé, donc on ne craque pas les bébés, donc ça c'est important de le savoir. C'est peut-être parfois une image populaire ou une crainte un peu populaire, mais voilà, on ne manipule pas les bébés en tant que tels comme un adulte. C'est des séances qui sont très douces. Alors, si tu veux un peu une définition de l'ostéopathie, donc c'est une approche médicale qui est très globale, manuelle, qui est diagnostique. Donc, on fait notre diagnostic nous-mêmes. Donc, il n'y a pas spécialement besoin d'aller chez le médecin avant pour venir nous voir. Et alors, donc, cette diagnostic, c'est thérapeutique, évidemment, manuel. Et on va essayer de trouver donc, des dysfonctions, des choses qui ne vont pas dans leur petit corps de bébé. Chercher des dysfonctions qui font apparaître certains symptômes par la suite, certaines pathologies. Et voilà un petit peu le résumé. Mais alors, je peux expliquer un petit peu plus longuement les séances, comment ça se passe. Je suppose que... Ouais, on en reparlera peut-être. Ou alors, si tu veux expliquer maintenant aussi un peu comment est-ce que ça se passe et surtout comment est-ce que c'est différent de l'ostéopathie pour l'adulte. Ouais. Alors, pour commencer déjà, c'est qu'il y a... Alors, pour l'adulte, on observe déjà beaucoup notre patient, mais chez le bébé, je dirais encore plus, puisque déjà, c'est déjà plus facile de le voir de manière globale. Il est plus petit et il ne peut pas déjà nous parler comme un adulte, et donc on doit prendre beaucoup d'informations, déjà rien qu'en le regardant, en l'observant, déjà dès le début. L'anamnèse aussi est très 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 longue. Enfin, on a, je trouve, beaucoup plus de questions à poser que chez l'adulte. Aux parents, du coup. Aux parents, du coup, oui. Lui derrière, en général, il y a pas gazouiller ou dormir. Donc c'est vrai que l'anamnèse, elle va être quand même assez précise quant à ce que les parents observaient par rapport au bébé, mais aussi par rapport à la grossesse de la maman.
comment elle a vécu, puisque les bébés, ils absorbent beaucoup de choses déjà au moment de la grossesse, et ces postures, justement, desquelles on va parler, ça se fait déjà in utero. Donc, les postures qu'on peut observer et qui entraînent pas mal de pathologies, en fait, c'est déjà acquis dans le ventre. Donc, on peut déjà le voir un petit peu avant la naissance? Alors, pas les postures, non, pas vraiment. Non. Alors, c'est bien qu'on voit de mieux en mieux les images, mais non, pas à ce point-là. Mais en tout cas, les postures vicieuses se font déjà dans une utero. On va parler justement de ce type de posture et de position asymétrique, mais est-ce que, du coup, avant la naissance du bébé, est-ce qu'il y a un intérêt pour la maman de venir, parce qu'on entend souvent ostéopathie prénatale, postnatale, est-ce qu'il y a déjà un intérêt pour les mamans, femmes enceintes, de venir voir un ostéopathe? Oui, tout à fait. Alors c'est pareil, quand une maman est enceinte, on va pas manipuler. Il y a des contre-indications, donc on travaille toujours en sécurité, nous, et donc c'est aussi important de travailler en équipe par rapport aussi aux infos qu'on a du gynéco. Voilà, il faut être super prudent. Il y a des formations spécifiques d'ailleurs pour les ostéopathes chez les femmes enceintes, mais oui, c'est super intéressant de recevoir des mamans déjà avant. De toute façon, elles viennent très souvent consulter déjà pour des sciatiques ou des choses comme ça, mais c'est vrai que pour préparer un accouchement, ça peut être super intéressant aussi. On y reviendra peut-être un peu après. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer, du coup, quels sont les types d'asymétrie? C'est quoi une asymétrie dont tu parles? Une asymétrie, alors, il y a des choses que les parents peuvent déjà observer, qui font partie d'un ensemble d'asymétries. Donc, c'est quand le bébé tourne la tête plutôt d'un côté, plus facilement d'un côté que de l'autre. C'est déjà une asymétrie. Mais alors, quand nous, on parle d'asymétrie, c'est assez global. Donc, ça va être tout le corps du bébé. Et donc, assez vulgairement, il va y avoir le bébé qui est en forme de banane, comme ça. Donc, ça, c'est assez fréquent. Il y a aussi tout ce qui est torsion. Et donc, le bébé, il va avoir son bassin d'un côté, sa tête de l'autre. Il peut y avoir aussi un bébé qui est très rétracté, qui est très, qui s'enveloppe un peu. En fait, il garde un peu sa position de fœtus, comme ça peut arriver aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et il y a aussi le bébé qui fait le scorpion. Ça, on a déjà vu. Il y a pas mal de parents qui nous disent « Ah ouais, il est très tonique. » On dit « Il est très tonique, votre bébé. Il tient très vite, très tôt sa tête. » Mais c'est pas si normal que ça. Donc ça, nous, c'est des choses qui nous font tiquer quand on se dit « Ah ouais, ok, le bébé, il se tient déjà droit alors qu'il est pas censé se tenir droit à cet âge-là. » C'est qu'il y a des blocages, des dysfonctions plutôt à gauche à droite. Bah, toi, tu le sais forcément parce que tu es ostéopathe, donc tu le vois tout de suite. Mais pour des parents qui ne le sont pas, comment est-ce qu'on fait pour repérer ça? Est-ce que ça se voit généralement lors des consultations? Comment est-ce que ça se passe déjà, les rendez-vous? En tant qu'ostéopathe, tu accompagnes une femme enceinte avant qu'elle accouche. Généralement, qu'est-ce que tu lui recommandes post-accouchement? Parce qu'il y a le suivi avec le gynéco. Alors, c'est déjà important. Alors quand je parlais de travail d'équipe, justement, c'est un peu aussi d'informer les pédiatres sur ce qu'on fait. Et donc c'est un peu... j'ai eu l'occasion de travailler pas mal avec des pédiatres autour de chez moi, et même d'aller au Mont-Légia, puisque je viens de la région de Liège, faire une petite info à des pédiatres, des sages-femmes, etc., pour savoir ce que nous on fait, ce qu'on peut apporter, et leur dire quand est-ce qu'on peut nous référer. Et à ce moment-là, il y a des petits tests assez simples à faire. Et donc finalement, comment repérer une dysfonction chez un bébé? Nous, le bébé est devant nous, sa petite tête ici, son bassin qui est là, et donc on va essayer dans les 3 plans de l'espace, frontal, transversal, sagittal, on va essayer d'amener le bébé d'un côté, de l'autre, en rotation, en flexion, en extension, etc. Et donc ça, c'est des tests qui sont assez simples à faire, et en fait, le bébé, il va très vite s'enrouler dans sa position préférée, et par exemple, si on va en latéroflexion, il va y aller facilement, en banane, il va aller dans la banane, il va côté convexe, et de l'autre côté, il va pas du tout y aller. Donc ça, c'est hyper facile à faire, ça prend 2 secondes, c'est pas quelque chose qu'on enseigne spécialement des pédiatres, mais voilà. Alors, les parents, c'est pas à eux de faire ça spécialement, mais comme ces postures vont entraîner des symptômes, ça on va en parler, toute une série de symptômes, je pense que c'est pour ça qu'ils vont venir, consulter. Voilà. Oui, justement, on peut peut-être en parler. J'allais peut-être te demander aussi d'où ça vient, en fait, ces déséquilibres, mais je pense que
tant qu'on y est, parlons peut-être des symptômes qui peuvent aider justement des parents à repérer un problème d'asymétrie. Voilà, alors d'où ça vient, donc j'en parlais, donc c'est parce qu'à la fin de la grossesse, ils n'ont plus de place. Alors les grossesses gémellaires, c'est un petit peu pareil. On remarque que les premières grossesses, souvent, ça entraîne enfin, on remarque qu'il y a plus de problèmes après une première grossesse. Donc les enfants n'ont plus de place, les nourrissons n'ont plus de place à la fin. Ils essayent de trouver une solution pour s'imbriquer, là, pour se mettre comme il faut. Et donc, en fait, là où il va y avoir une tension prolongée dans le corps du bébé, parce qu'il a adapté une certaine position, il va y avoir une densité à l'endroit où il y a eu une tension prolongée. Et donc, le corps, il va un peu s'organiser autour de cette densité tissulaire. Et c'est pour ça que le bébé, alors, il va se retrouver en banane ou en torsion, etc. Et donc, derrière, alors, qu'est-ce que ça peut impacter et pourquoi on va venir consulter? Bien, c'est les coliques, par exemple. Ça, c'est assez classique. Du reflux. Et le reflux, il y a des reflux assez bénins, mais il y a des reflux qui peuvent entraîner des morts subites. Donc ça, comme ça, c'est super important. On peut en parler après, de savoir comment, du pourquoi. Il peut y avoir des plagiocéphalies. Donc ça, c'est des déformations du crâne. Et ces plagiocéphalies-là, elles entraînent aussi certaines choses que les parents peuvent observer. Donc, tant que je suis là, je peux un petit peu expliquer. Donc, on peut avoir une oreille qui est un peu plus avancée que l'autre. On peut avoir un œil qui paraît un peu plus grand que l'autre, plus ouvert que l'autre. Oui, un crâne très plat ou bien un crâne un peu en parallélépipède comme ça. Et donc ça, les parents, en général, ils le voient parce que c'est assez impressionnant. Mais c'est vrai que les oreilles, des choses comme ça, ils le voient pas spécialement, ou les yeux. Mais une fois qu'on le sait, qu'on observe, ça arrive au cabinet. Moi, j'explique un petit peu mes repères et c'est assez parlant. Il peut y avoir des défauts de succion aussi, donc il y a forcément au début un problème d'allaitement, problème de nutrition, donc ça, il faut agir assez vite. Et donc, j'ai souvent la question de à partir de quand est-ce qu'on peut consulter un ostéopathe? Alors pour les défauts de succion, il faut venir, c'est le plus vite possible. On peut même aller à la maternité. Tu veux dire quoi par défaut de succion il n'arrive pas à téter comme il faut, et donc forcément, il peut y avoir toutes sortes de problèmes au niveau de la mâchoire ou au niveau de l'innervation de la langue, des choses comme ça. Et donc là, il faut agir assez vite. Voilà. Et pour les coliques dont tu parlais avant, comment est-ce qu'on repère vois, parce qu'un bébé, ça pleure beaucoup au début. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence entre un bébé qui pleure parce qu'il fait des coliques, parce qu'il a du reflux, parce que... Oui. Alors, les coliques, tu vas avoir un bébé qui pleure un peu trop. Donc, on dit souvent un bébé, jusqu'à 6 semaines, il pleure 2 heures par jour. Et au bout de 12 semaines, il pleure 1 heure par jour. Donc, s'il pleure vraiment beaucoup plus, c'est qu'il y a un problème. Les parents, ils voient de toute façon qu'ils ont une expression faciale qui est pas très sereine. Ils ont un ventre qui est assez gonflé, ils ont beaucoup de gaz, ils se tortillent un peu dans tous les sens. Donc ça, les parents, de toute façon, ça c'est signe de colique. Régurgitation, ça ils vont le voir forcément. Défaut de succion, ça se voit assez facilement aussi. Voilà, le crâne, ça se voit aussi forcément. Oui, donc au final, c'est toutes des choses qu'on peut repérer assez facilement. Oui, il y a pas mal de choses à repérer assez facilement. Ce qui est moins facile... parfois, c'est que, tu vois, un bébé qui va tourner la tête tout le temps à droite, ça peut être parce qu'il a un torticolis congénital. Et ça, forcément, ça se voit assez facilement. Mais parfois, en fait, le bébé, il va tourner la tête à gauche et à droite si tu testes, tu vois. Mais le problème, c'est que la posture va faire qu'il aura tout le temps sa tête à droite. Et alors là, c'est pas l'idéal. Donc ça, c'est moins facile à repérer, mais c'est plutôt, avec ces postures-là, ils vont développer alors des choses comme des coliques, etc., ce qui va les amener au cabinet. Et finalement, nous, on va pouvoir corriger la posture. Et les parents, en fait, ils n'auront même pas remarqué qu'ils avaient un problème de posture. Mais voilà, c'est un petit peu... Tout s'imbrique en ostéo, tout tient ensemble. C'est ça. Oui, et donc, parce qu'on peut se poser la question, parce que plus tard, dans la vie, quand on n'est plus un enfant, justement, parce qu'on s'est rencontrés dans ce cadre-là, souvent les problèmes de posture ou problèmes de dos, on a fait un épisode là-dessus, justement, qui peuvent émaner de problèmes plutôt de la sphère viscérale, des problèmes digestifs. Oui, bien sûr. Et ici, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt l'asymétrie liée à la posture de base dans la ventre de la maman qui... Oui, c'est ça. Déjà, le nourrisson... Après, c'est pas ma spécialité non plus, le microbiote chez le nourrisson, etc. Il faudrait demander Dr Ballon-Perrin, mais je pense que le bébé n'a pas encore eu trop le temps d'avoir un mauvais microbiote. Enfin, ici, c'est plutôt, je pense, la position intra-utéro qui va créer des tensions au niveau
du squelette, oui, mais très rapidement. Enfin, c'est le squelette, mais c'est aussi tous les tissus. Ça impacte tous les tissus, donc c'est un peu tout en même temps. Et puis, de toute façon, la maturité digestive chez un bébé, avant 3-4 mois, c'est quand même pas génial. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut pas se dire « Oh oui, de toute façon, tous les bébés, ils régurgitent un peu, etc. » Il faut pas banaliser le truc, parce que, oui, ils régurgitent, ils ont quelques coliques tous, c'est normal, il faut le temps que le système se mette en place. Mais ça peut être fort impressionnant, fort impactant pour les parents aussi. Je pense beaucoup aux parents aussi, parce que je suis papa moi-même, et c'est vrai qu'on n'a pas de solution, on est épuisé, enfin tout se ressent, tu vois, la fatigue chez les parents, la nervosité chez le bébé, à la fin ça devient un cercle vicieux, et donc il faut pas se contenter juste de se dire ouais, ça va sûrement se corriger, parce que parfois c'est tellement important que ça se corrige pas, et puis on prend les problèmes longtemps après, tu vois. Je parlais des déformations du crâne, celles qui sont vraiment très, très fortes, très marquées, tu vois. Eh ben, on remarque qu'il y a des défauts d'apprentissage, parfois même à l'école, plus tard, de la surdité, tu vois, parfois. Donc, ouais, ça peut vraiment impacter un bébé jusque très très longtemps, je dirais même peut-être parfois toute sa vie. Donc, c'est ça, donc il faut pas s'inquiéter outre mesure non plus, mais c'est important quand on sent que c'est un peu plus que la normale, de quand même s'en charger. Et puis justement, si on est très fatigué parce qu'on dort pas avec le bébé parce qu'il pleure de trop, si on vient régler ce souci-là, vous allez peut-être dormir plus aussi. Oui, c'est ça, donc tu as plus de sérénité dans le foyer, le bébé il ressent tout, donc c'est un peu pareil. Et donc finalement, est-ce qu'on doit venir consulter sans avoir de problème avec un bébé ? Oui, clairement. Parce que, en fait, peut-être que le pédiatre va dire qu'il n'y a pas de problème. Les parents, c'est des jeunes parents, ils ne savent pas trop si un bébé, ça pleure une demi-heure ou 2 heures par jour, tu vois, ou 6 heures. Enfin, il y en a, ils vivent des calvaires et ils pensent que c'est normal parce que la cousine, elle a eu pareil. Mais en fait, non, ils n'ont pas des bons repères, tu vois. Et donc, moi, c'est rare que j'ai un bébé top modèle où je trouve rien à travailler, tu vois. Toujours un petit truc. Ouais, comme chez l'adulte. Voilà. Après, justement, j'avais une discussion dans l'autre podcast que j'avais fait un ostéopathe qui me disait il faut faire attention de ne pas trop travailler non plus. Tu vois, que parfois le corps il va se mettre en équilibre, enfin il va trouver un équilibre avec certains déséquilibres. Et bon, c'est peut-être pour les personnes plus âgées où tu vois, on a accumulé des déséquilibres et que si on vient tout retravailler directement, qu'après ça peut empirer un petit peu la situation. En fait, tu vois, le problème c'est qu'on a cette idée que on a un corps, tout le monde a un corps comme dans un livre d'anatomie et qu'il faut que tout soit droit, tout soit nickel. Non, le corps, il a une faculté d'adaptation extraordinaire. Tu peux vivre avec des dysfonctions, une posture qui n'est pas parfaitement anatomique, etc. Le corps peut compenser, tu vois, jusqu'à X%. Donc ça, c'est pas trop grave, on s'inquiète pas trop. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Et donc, est-ce que tu as eu déjà des cas de parents qui disaient « mon fils dort pas » ou « c'est un enfer », puis ils viennent chez toi et tu reçois un message ou ils viennent te retrouver après en disant... Oui, exactement. Donc ça arrive franchement régulièrement. Où le bébé, il allonge un peu plus ses nuits, les périodes de dodo, ça améliore vraiment la qualité de vie des parents aussi qui sont épuisés, un peu comme tous les parents, c'est vrai, mais c'est vrai que quand ça se prolonge, ça devient vraiment compliqué. Un homme qui dort pas, il devient un peu agressif, méchant. Et donc les parents, ils me remercient souvent de redormir un petit peu, puis d'avoir quelqu'un aussi, un bébé qui est épanoui, qui est apaisé aussi. Parce que c'est vrai que quand tu deviens parent, tu t'imagines un peu plein de belles choses. T'as vu des beaux bébés sur Instagram, et le tien, en fait, il est tout le temps tout rouge, il se tortille dans tous les sens, tu vois qu'il est pas bien. La maman, c'est peut-être une petite chute d'hormones, un petit baby blues, etc. Et donc, souvent, c'est un peu... Il n'y a pas de manuel, tu vois, on ne te donne pas un petit mode d'emploi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des parents fort perdus. Et une fois que tu viens un peu expliquer, OK, votre enfant, il est comme ça, donc ça peut créer ça, et donc c'est normal pour le moment, et donc tu le soignes, ça va tout de suite mieux. Et ça, il ne faut pas beaucoup de séances en plus, on va en reparler, mais il faut pas beaucoup de séances pour que ça marche vraiment, enfin de manière générale, sauf s'il y a autre chose derrière, mais en général, j'ai pas mal de remerciements et ça va vite mieux. Et c'est quoi l'exemple le plus marquant que tu as eu ? Ouais. Alors, c'est pas moi qui l'ai eu, mais c'est une collègue à moi, si tu veux. Et étonnant, puisque le petit avait 4 ans. Et en fait, c'est celle qui m'a formé
Marie-Caroline William, que je salue, qui m'a expliqué ça. Elle avait un bébé, un petit enfant de 4 ans et qui était infernal. C'était vraiment un petit diable. Et les parents se sont dit, bon, mais il a 4 ans, c'est que c'est son caractère comme ça. Il est jamais invité à l'école, aux anniversaires, il est méchant avec tout le monde, il n'a pas d'amis, enfin, il répond, enfin, il est insolent, bref. Le petit diable, ouais, compliqué. Et on lui avait parlé d'ostéopathie, etc. Mais surtout chez cette dame-là, chez Marie-Caroline, qui est hyper forte. Et elle a un petit peu testé, etc., son crâne, et c'est vrai que du côté frontal, c'était vraiment figé, tous les tissus bougeaient pas, etc. Et elle se dit, il y a certainement un gros travail à faire là autour, et voilà, je pense un peu sur tout le corps aussi, un peu la posture, etc., parce que tout tient ensemble. Et bref, elle a bien travaillé, elle a bien corrigé tout ce qu'elle avait trouvé. Et elle l'a vu 3-4 fois. Et après 3-4 séances, le petit, il n'a pas su attendre que ce soit son tour. Il a ouvert la porte, elle était avec un autre patient. Elle est venue lui faire des câlins, etc. Et la maman était, c'est vrai, en larmes en disant je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait Enfin, c'est devenu un agneau, mais ça fait un peu cliché de dire ça. Ouais, c'est ça. Il a été réinvité aux anniversaires. Et en fait, l'ostéo lui avait dit dès la première séance, elle avait mis ses mains dessus, fait quelques tests, elle lui avait dit, je crois qu'il a eu des ventouses, votre fils, il était sorti à la ventouse, pardon, et la maman avait dit, mais comment vous le savez? Elle dit oui, et je crois que c'était ici au niveau de l'os frontal. Et oui, mais comment ça? Comment vous le savez? Et c'est vrai qu'elle nous a montré la photo donc à Marie-Caroline où le petit, il avait un bazar ainsi mauve. C'était un accouchement assez agressif. 4 ans encore. Ouais, donc tu vois, les dysfonctions, elles viennent, c'est vrai, de postures qui se font in utero, mais l'accouchement, ça joue énormément aussi sur les dysfonctions qu'on peut retrouver après, notamment les défauts de succion, etc. aussi. Et c'est vrai que l'accouchement, c'est super important aussi au niveau anamnèse. Parce que ça nous amène des informations hyper précieuses sur ce qu'on peut corriger, parce qu'en général, tous les petits corps sont pareils, et donc c'est vrai que ce soit un accouchement, tu vois, en siège, ou avec la tête vers les étoiles, ou un accouchement, je sais pas moi, une césarienne en urgence, avec beaucoup de stress, etc., ça peut se ressentir. Donc la façon dont la personne va accoucher aussi. Et c'est vrai qu'on voit aussi l'intérêt de se renseigner sur la manière dont ça va se passer, de l'accouchement, mais j'imagine du coup aussi de la posture, et peut-être, je sais pas, je m'imagine, mais est-ce qu'en tant qu'ostéo, tu peux aussi accompagner, je sais que souvent c'est les sages-femmes qui vont accompagner pré-accouchement la maman et le papa, est-ce que vous pouvez déjà identifier, à voir comment la maman est, à voir comment le bébé est positionné, quelle va être la position la plus adéquate pour l'accouchement, ou est-ce qu'il y a ce genre de travail qui peut être fait avec l'ostéo? Oui, bien sûr. Oui, alors ça, moi, je le fais pas, donc voilà, je suis pas le spécialiste là-dedans, mais je sais bien que l'ostéopathie peut aider un bébé à se retourner parfois. Tu vois, il n'est pas bien mis avant l'accouchement, et donc on doit prévoir peut-être une césarienne, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai une collègue vraiment spécialisée là-dedans qui arrive quand même à ce que le bébé soit bien mis de manière optimale pour la naissance. Ouais. Et donc tu vois que quand tu reçois un bébé au cabinet qui régurgite, en fait, entre le fait que la maman, elle peut vivre des choses enceintes, elle peut vivre des deuils, elle peut vivre, je sais pas, un cambriolage hyper violent, enfin tu vois, elle peut vivre des stress, elle peut être très angoissée, ce qui est très normal, le papa aussi. Entre ce qu'elle vit pendant la grossesse, ça, le bébé, il capte énormément de choses. Entre ce qui se passe au moment de l'accouchement, il peut se passer énormément de choses. Ce qui se passe dans les premiers jours de vie. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, en portant son bébé à l'hôpital, elle a perdu connaissance, elle est tombée par terre avec le bébé, tu vois. Enfin, voilà, en fait, entre le moment où la femme tombe enceinte et où le bébé arrive dans ton cabinet, il y a vraiment plein de facteurs qui font que ton bébé, en fait, il va avoir un symptôme, c'est qu'il va avoir des coliques, ou qu'il va régurgiter, ou qu'il aura le crâne déformé, ou autre chose. Il y a comme plein d'autres bébés, mais c'est pas la même raison, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des choses que nous, on peut identifier, je pense. Je pense que l'ostéopathie, maintenant, doit faire partie du paysage, doit faire partie des soins autour de la grossesse, de la naissance, dans la pédiatrie, parce que je pense qu'on était vraiment un maillon de la chaîne qui manquait, parce qu'on apporte vraiment pas mal de choses, et je pense que c'est en train de changer au niveau des pédiatres aussi. Tu vois, la pédiatre de mes enfants, moi, au tout début, je ne connaissais pas grand-chose, et à force de lui en parler, etc., maintenant, tu vois, elle m'envoie des bébés, puis elle m'a demandé aussi de venir parler de ça à des collègues à elle, et donc, je pense que c'est hyper important.
Et qu'on travaille ensemble, je veux dire, on n'est pas... Tout à fait, bah oui, il c'est faut ça, que mais nous aussi, le enfin, but de pouvoir oui. renvoyer pour regarder si tout se passe bien à ce niveau-là. Ah oui, mais bien sûr. Et puis, quoi. tu vois, nous, l'ostéopathie, c'est donc une médecine de diagnostic aussi. Et donc, nous, on se tape pas mal de matières médicales, tu vois, dans nos études. Mais c'est pour savoir aussi ce qu'on peut pas faire. Et quand il y a un drapeau rouge ou un drapeau jaune, enfin, voilà, ça veut dire tu réfères, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour le médecin, tu vois, on n'est pas... Ouais, surtout avec des bébés, quoi, tu vas me dire. Ouais, bien sûr, à fond. Mais franchement, même chez l'adulte aussi. Hein. Ouais. Chez l'adulte aussi, tu sais, si le gars il a mal au bras gauche, il faut quand même vérifier qu'il ne fasse pas un infarct. Ouais, mais il faut le reconnaître. C'est pour ça que les gens parfois me disent, c'est quoi la différence entre un kiné, un ostéo, etc. Mais un ostéopathe, c'est un ingénieur de la santé, c'est-à-dire qu'il fait son diagnostic et son traitement tout seul, donc il doit savoir reconnaître des drapeaux rouges. Et donc, quand il sort de ses compétences ou quand il faut... Quand il sort de ses compétences, c'est pas pour nous. Et il faut savoir aussi reconnaître quand ce sont nos compétences, il faut bien le faire. Et il faut bien travailler avec les autres aussi. Donc avec les sages-femmes, il faut savoir... Donc il faut un peu s'intéresser aussi. Ouais. Ça fait quoi une sage-femme? Quel est son domaine d'activité? Le pédiatre, ok, comment est-ce qu'il peut m'être utile dans ce cas-là? Tu vois, voilà. Ouais. On va parler après un petit peu plus de comment ça se passe, en tout cas les séances d'ostéo. Peut-être qu'on peut rediscuter, même profiter de discuter même comment ça se passe, l'accompagnement de l'arrivée d'un bébé ou avant ou après. Mais juste un petit aspect peut-être un peu plus technique. On a parlé du fait que voilà, ça pouvait avoir un effet sur le digestif ou même sur le système nerveux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus et peut-être comment est-ce que ça évolue aussi chez le nourrisson, mais peut-être après chez l'adulte, l'impact que ça a sur le problème sur le système digestif, la posture et sur le système nerveux. Ouais. Donc, de manière générale, l'ostéopathie, tu vois, on va énormément travailler justement sur le système nerveux parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, on craque le dos de manière assez simpliste. Mais en fait, si tu veux... c'est vrai. Hein. Oui, c'est vraiment, ça. Même moi, avant de commencer à rencontrer des ostéopathes, pour moi, il y avait des ostéopathes qui craquent et des ostéopathes qui craquent pas. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est juste qu'il y a des gens qu'on va manipuler, d'autres pas, en fonction de ce qu'ils ont. Si l'ostéopathe est à l'aise avec ça aussi. Mais le but, c'est pas spécialement parfois juste de manipuler parce qu'il y a un problème de mobilité sur cette vertèbre-là. C'est juste qu'en fait, tu vois, pour nous, toute la colonne, c'est comme un peu un tableau électrique, tu vois, où on va se dire, tiens, cette zone-là, ça correspond, tu vois, au cœur, par exemple, au poumon, thyroïde. La zone d'après, un petit peu plus bas, c'est tout ce qui est estomac, foie, rat de pancréas, et puis la zone d'après, ça va être les intestins, tu vois, ou bien les reins, quelque chose comme ça. Et donc, là, tu es en train de comprendre qu'évidemment, si un bébé, il est, tu vois, mal positionné, il va avoir des zones de tension sur certaines parties du rachis, et forcément vont correspondre alors aussi souvent des dysfonctions qui correspondent à ce que cet endroit du rachis innerve, tu vois, je dois résumer. Et donc, typiquement, oui, un bébé, tu vois, tu viens tester un peu son bassin, tu vois, tu viens un peu en latéroflexion comme ça. Et en général, il peut avoir une lombaire qui bouge pas trop bien et ça va avoir un impact directement sur ses côlons, par exemple, tu vois. Et donc, il va être ballonné, etc. Et donc, c'est vrai que parfois, les gens se disent, il régurgite ou il a le ventre gonflé, il travaille ses hanches, qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est parce que tout est lié, évidemment. Donc ça, c'est une première chose. Et l'aspect neurologique. Et puis, c'est ça que je voulais te dire, c'est ça, voilà. En fait, si le bébé est en banane, je prends l'exemple de la banane parce que ça parle aux gens, on voit bien. Si le ventre est en banane, imagine ton bébé, il est comme ça. Ça veut dire que tu vas avoir une partie du ventre qui va être comprimée d'un côté et tu as l'autre partie du ventre qui va être, tu vois, complètement étirée. Et donc, là, on va parler, nous, plutôt du liquidien, tu vois. Tu as tout le liquidien alors qu'il va pouvoir fouir d'un côté, tu vois. Et donc, ça va amener énormément de pression, tu vois, là-bas, dans les viscères. C'est quoi le liquidien, peut-être pour ceux qui... Le liquidien, finalement, tu sais, c'est comme parfois on parle d'énergie, quoi. Les gens se demandent, mais finalement, tu vois, le sang qui circule dans une artère, c'est du liquide. C'est du liquide, c'est de l'énergie. Tu vois, forcément, s'il y a plus nerveux qui va dans un nerf, nerf, c'est de l'énergie, c'est ça.
Et tout ce qui est liquidien, tu sais bien, de la cellule, on a fait de 70% d'eau, etc., 80%. Et tout ce qui est système lymphatique, etc., etc. Donc en fait, il va y avoir une fuite du côté où il y a un peu, tu vois, moins de pression, comme ça. C'est de la physique, c'est comme logique. Si tu prends un ballon et tu l'écrases d'un côté, toute l'eau va de l'autre côté faire un ballon. Ouais, tout à fait. Ou bien un bébé qui est en torsion, tu vois, donc qui va par là et ses jambes vont de l'autre côté, tu vois. Au milieu du corps, tu vas avoir une zone de densification, de tension. Tu vois, c'est facile, tu prends une feuille, tu la plies comme ça, au milieu, il y a une zone de tension, de densification. Souvent, ça se trouve au milieu du ventre, tu vois, et donc ça peut créer certains soucis digestifs aussi. J'essaie de faire simple pour que... non, c'est très bien. Et au final, même chez l'adulte. Ouais, bien sûr. C'est le même mécanisme. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et alors chez le bébé, tu vois, par rapport à l'adulte, justement, encore une différence entre le bébé et l'adulte, c'est que, tu vois, un adulte, il a le crâne qui bouge beaucoup moins fort qu'un bébé, puisque finalement, le crâne chez l'adulte, on va dire qu'il est ossifié, mais que pour un ostéopathe, un crâne, ça bouge toujours, ça c'est important de le dire. Tu vois, en médecine, moins, un médecin, tu vois, l'os à partir d'un certain âge, il est figé, il bouge plus. Pour l'ostéopathe, il bouge quand même encore, il y a les sutures à travailler, etc. Mais chez le bébé, par contre, la zone d'action est beaucoup plus importante, tu vois, que chez l'adulte. Le crâne, il double entre 0 et 6 mois chez un bébé. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut rassurer les parents. Parfois, ça peut être impressionnant, les déformations. Mais le crâne, il évolue tellement dans les premiers mois de la vie que c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à venir. Oui, il y a moyen de faire quelque chose encore plus à cet âge-là. Oui, c'est bien pas sûr. parce qu'il se déforme que ça va être comme ça. Non, c'est ça. va bouger et en allant vous voir, il peut... Oui, bien sûr. Et parce que c'est vrai que moi, j'ai eu certains cas où, malheureusement, ça peut arriver, des infirmières ou des médecins ou quoi qui vont dire, votre bébé, ils ont culpabilisé l'enfant ne sachant pas en disant, il a la tête plate, vous l'avez trop mis sur le dos. Tu vois, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est sûr qu'il faut éviter, s'il a le crâne plat, de le mettre tout le temps sur le dos. Mais il y a une dysfonction quelque part qui n'est pas de la faute des parents, et donc il faut corriger ça et éduquer le parent à dire, il faut essayer de le mettre dans d'autres positions et tout ça. Donc ça, on en parlera de l'accompagnement aussi des parents, mais ils ont un rôle à jouer une fois on a trouvé la dysfonction, de dire, il faut faire ça avec votre enfant, etc. Mais oui, voilà, donc ça, je voulais juste en parler, mais c'est vrai que le crâne, on a beaucoup plus d'action que chez l'adulte, chez l'enfant. Donc, Et un autre truc aussi, donc on est dans la partie un peu plus technique, même si je trouve que tu fais ça très très bien, d'arriver à expliquer l'ostéopathie sans la montrer, parce que l'ostéopathie, ça se fait avec les mains, donc il faut le montrer. Ouais. Mais je trouve que tu fais ça très bien. C'est gentil. Hors antenne, tu me parlais des tissus mous, des fascias. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est et surtout comment est-ce que ça joue un rôle dans les problèmes de posture? Donc les fascias, si tu veux, c'est des enveloppes conjonctives. Si on veut faire simple, les gens ils ont déjà vu ça, tu vois, quand ils ont mangé un jambonneau ou un poulet, tu vois, c'est un peu ce truc un peu fibreux, élastique qu'on voit, tu vois. Alors c'est pas un muscle, c'est pas un tendon, c'est quoi ce truc? Ça c'est la fascia, tu vois. Et donc ça enveloppe un peu les muscles, les organes, le squelette, etc. Et ça fait un peu tout tenir ensemble. Et en fait ça réagit aux contraintes mécaniques, au stress aussi, tu vois. Et donc, dans ces notions de posture, justement, les fascias, ils vont maintenir le bébé dans cette mauvaise posture. Et nous, en fait, au lieu d'aller contre ce fascia, tu vois, par exemple, chez un adulte, s'il ne tourne pas la tête à gauche, on va aller jusqu'à la barrière motrice. Tu vois, on va aller jusqu'où il peut, et puis à un moment donné, on va venir manipuler, on va juste dépasser cette barrière motrice, on va faire rebouger l'articulation. On va libérer la dysfonction. Par contre, chez le bébé, comme on ne manipule pas, on va se dire, ok, si le fascia il est comme ça, on va l'utiliser un peu comme parfois un peu un élastique, tu vois. Par exemple, si le bébé il a la tête à droite, on va l'emmener où il aime bien, tu vois. On va l'emmener où il aime bien, on va attendre là, ou bien alors on va aller un peu plus loin pour avoir un effet de retour. Et à un moment donné, on va suivre le bébé de l'autre côté, tu vois. Et donc, si on est un peu dans les termes techniques, et si je veux un peu expliquer au plus grand nombre, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, ok, le bébé il est en banane, c'est quoi, on va le mettre en banane encore plus, ou s'il va pas bien à droite, on va encore le mettre un peu plus à droite. On va pas non plus retourner la tête, mais tout ça est très fin. Et alors, on va essayer de vraiment pas brusquer le bébé, aller avec lui, tu vois. Et donc là, on va jouer sur les fascias, justement. Comment est-ce que ça se passe, une consultation d'ostéopathie avec un enfant? Surtout, un petit peu le processus, généralement, un enfant, tu le vois
combien de fois et dans quel cas? Eh bien, alors, un bébé, alors on peut le voir dès la sortie, ou bien dès 4 jours, on dit en général, s'il y a un défaut de succion, dès 4 jours. En général, c'est vrai que, tu vois, après une dizaine de jours, c'est pas mal de voir le bébé, 10-15 jours. Moi, je trouve que c'est pas du tout trop tôt. Parce que c'est la dysfonction, autant le libérer et que voilà, ils grandissent de manière optimale et que les parents soient tranquilles. Et alors, en général, ça dépend des dysfonctions, mais on va le revoir en 2 et 4 semaines après. Et alors, on revoit toujours un bébé en général, puisqu'il faut contrôler ce qu'on a vu et ce qu'on a fait. Et puis alors, en fonction de ce qu'il a, bah, tu te rends bien compte que c'est vrai qu'une petite régurgitation, ou bien un bébé qui a un crâne déformé, il y a plus de travail, quoi. Et donc, on peut le voir alors plusieurs fois, mais ça dépend des cas évidemment. Ouais, c'est dur de dire, mais pas 30 fois. Hein. Ouais. Bien d'accord. C'est mais... quoi, ça se limite à 2-3 séances? Ouais, en général, bébé, moi je le vois 2-3 fois, tu vois, mais c'est vrai que s'il y a des plagiocéphalies, on appelle ça, ben alors c'est un peu plus conséquent, on va suivre le bébé. Et alors là, vraiment, il faut qu'il vienne tôt et tu vois, comme le crâne il double jusqu'à 6 mois, alors on va vraiment accompagner. Et faire des petits checks de temps en temps. Et à quoi peut s'attendre le parent dans la consultation comment ça se il passe, arrive, concrètement? Parce que j'imagine, ça doit être un peu inquiétant d'amener ton bébé à 10 jours et le mettre dans le main de quelqu'un que tu connais plus ou moins bien, c'est ça. qui va le manipuler. On a toujours peur, et s'il fait une erreur, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent des mamans qui pleurent plus que les enfants. Voilà, le laisser bien tranquille au chaud à la maison. Comment ça se passe, voilà, pour quelqu'un qui veut venir au cabinet? Pour rassurer peut-être un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, on passe d'abord un certain temps à l'anamnèse. Donc, on pose énormément de questions sur l'accouchement, si c'était un premier bébé, si c'était des jumeaux, parce que c'est vrai que s'il y a des jumeaux, ça peut aussi créer quelques dysfonctions. Si la grossesse s'est bien passée, s'il n'y a pas trop de stress, etc. Tu vois, la médication de la maman, les antécédents de la maman, un petit peu tout ça. On va poser des questions sur l'accouchement en lui-même. Sur ce qu'ils ont pu observer chez l'enfant, comment ça se passe avec le pédiatre. On prend dans le carnet de maternité, voir ce qui est noté, pas louper quelque chose. Et puis après, on va faire pas mal. On va prendre le bébé gentiment, tranquillement, on va le mettre sur le dos. Enfin, moi, en général, c'est ce que je fais. Et puis, je fais les petits tests, là, comme je t'avais expliqué, un petit peu pour essayer de comprendre comment il fonctionne, sa posture. Alors déjà, tu vois, on va avoir une petite idée sur, ok, il a telle posture, donc ça peut entraîner telle chose, mais c'est ce qu'ils m'ont dit avant, donc on est dans le bon, ou bien, tiens, ça n'explique pas, on va faire d'autres tests. Ça amène d'autres questions, etc. Donc c'est vrai que cette partie-là prend quand même un certain temps, parce que le traitement lui-même du bébé, il est quand même plus rapide que chez l'adulte. Oui, c'est assez léger, quoi, je veux dire. Ouais, c'est pas, enfin, oui, en fait, la séance, elle dure entre 20 et 30 minutes, en général, vraiment avec le bébé, donc c'est quand même costaud pour lui. Donc voilà, et puis on fait toutes sortes de tests, donc manuels, des tests connus, tu sais, style les réflexes archaïques, parce qu'on parlait de neuro tout à l'heure, le réflexe il y a un réflexe de gasping, hein, tu vois, où tu viens un petit peu faire comme ça sur la paume du bébé jusqu'à X semaines, je crois que c'est 12 semaines, il doit pouvoir fermer. Donc, en fonction des plaintes, nous, on va faire quelques tests. Et puis, on va faire le traitement lui-même. Et puis, la maman, elle peut venir tout près, on va pas juste coller non plus, hein, parce qu'alors, c'est vrai que alors ils veulent mettre la tutu, etc. Donc c'est un peu perturbant, mais on peut dire vraiment le parent est comme là à côté, c'est très bienveillant, tu vois. Et ouais, je pense ça dépend des ostéopathes, je pense qu'il y en a des plus froids que d'autres, mais... Est-ce qu'il y a des signes que tu recommandes, des questions à poser à ton ostéopathe en tant que parent quand tu arrives pour te rassurer ou... Oui, je pense déjà, avant d'aller chez l'ostéopathe, faut bien se renseigner sur chez qui on va, parce que malheureusement, tu vois, il y a un problème de reconnaissance en Belgique, tout le monde le sait. Donc il faut qu'il ait une bonne formation, qu'il soit ostéopathe DO. On en parle, les gens se disent c'est quoi DO, etc. Mais donc c'est quelqu'un qui a le diplôme d'ostéopathe, voilà, avec le diagnostic, etc. Et donc moi je suis kiné de base, j'ai fait ça à l'UNIF, et puis j'ai fait une formation à l'IAO à Louvain en 5 ans, et donc il faut qu'il soit ostéopathe DO.
Et puis c'est vrai que c'est un peu comme tout, mais la réputation, voilà, et je trouve que c'est bien si l'ostéopathe travaille avec son pédiatre. Donc ça c'est dans l'idéal, tu vois, c'est quand moi les gens disent c'est le pédiatre qui m'a renvoyé, donc ça c'est top, mais dans l'idéal c'est ça. Et puis les questions à poser, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Parfois des gens qui ont un peu peur, tu vois, parce qu'ils sont chez un thérapeute, de poser des bêtes questions, mais il n'y en a vraiment pas. Il y a encore une maman l'autre jour qui m'a dit ouais, c'est fou parce qu'il n'y a pas de formation pour être parent. Et il y a plein de trucs que je ne sais pas. Alors, c'est quoi la température de la pièce où on met le bébé, ça, enfin bon, bref. Et donc, il n'y a pas de mauvaise question. Moi, je suis papa 2 fois, donc parfois ça n'a rien à voir avec l'ostéo, mais je donne des petits conseils aussi. Mais bon, il n'y a pas de. Je me dis pas meilleur parent qu'un autre, hein, mais bon, voilà. Et ouais, non, voilà. Et donc, on fait le traitement pour revenir à ça. Et puis alors, on donne pas mal de conseils. On explique ce qu'on a trouvé, hein, avec des mots simples, ce qu'on a trouvé, le plan de traitement, un petit peu ce qu'on va faire. On explique un peu pourquoi il y a eu les symptômes, et puis alors on éduque les parents. Parce que, évidemment, les meilleurs thérapeutes, c'est souvent soi-même. Et bon, dans le cas du bébé, les parents peuvent participer aussi. Et donc, typiquement, tu vois, les mamans, une fois qu'elles accouchent, le bébé, il est dans le cododo à côté. Et en fait, sur le front de la maman, il est mis frigo. Et donc, en fait, il regarde le frigo, quoi. Et donc, en fait, le bébé regarde tout le temps la tête à droite. Et en fait, ça muscle, tu vois, tous les muscles ici, dans la nuque, à droite, et autres. Et donc, en fait, il va tout le temps regarder. Oui, donc pourquoi pas le changer de côté, comme ça, il tourne à gauche. Il faut parfois changer de côté. Mais c'est tout con, hein, tu vois. Mais où le bébé, il est dans sa chambre. Et en fait, il va tout le temps regarder la porte en espérant que maman arrive. Ou papa, hein, on va dire. Mais donc, c'est tout con. Mais donc, stimuler bien les deux côtés. Ne pas tout le temps les mettre sur le dos dans des maxi-cosy, etc. Faut un peu les stimuler. C'est pas tout de devenir parent, il faut un peu être actif. Est-ce que tu as des conseils, du coup, donc là tu en as donné 2 que je trouve super. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça, un petit peu, qui sont vraiment en lien avec la posture du bébé, que tu vas donner? Bon, j'imagine, après, c'est spécifique un petit peu au déséquilibre que oui. Tu as observé, mais est-ce que tu as un peu des conseils généraux pour des personnes qui vont être parents là bientôt, ou qui viennent de l'être, sur quoi faire pour la posture? Oui, alors la posture, eux, ils vont, comme je te dis, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. Franchement, au niveau de la posture, à part le crâne, tu vois, où j'explique vraiment, ou qu'il faut pas trop les mettre, les 2 conseils que je viens de donner, finalement, on va se voir assez vite et normalement, le problème, on pourra l'avoir assez rapidement. Et donc, c'est vrai que les autres asymétries, ils n'ont pas grand chose à faire parce que alors tu vas les inquiéter. Oui. Ils sont déjà tout paniqués parce que c'est des nouveaux. Donc en fait, il faut lâcher prise parce que c'est vrai qu'il y a des parents, je vois les questions qui se posent, c'est légitime, hein, mais lâcher prise, ne pas trop demander des conseils à des gens qui n'ont pas de notion, parce que souvent on demande parfois à la cousine, à la maman, ils ont tous leur avis, ils sont tous devenus pédiatres, donc donc pas hésiter à demander beaucoup de conseils à la sage-femme, à l'ostéo, au pédiatre, au gyné, etc. Normalement, ils sauront quoi faire et pas hésiter à nous appeler. Enfin voilà, il n'y a pas de mauvaises questions, donc faut être disponible aussi. Il ne faut pas prendre trop de patients et il faut se rendre disponible quand on est thérapeute, même hors séance. Top. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Est-ce que tu as... Moi, je pense pas que j'ai d'autres questions ici. Pour toi, est-ce que toi, tu as peut-être... là, je pense que tu as bien résumé, mais encore un truc que tu voudrais dire sur l'ostéopathie ou sur les enfants Oui, il faut pas avoir peur de venir voir un ostéopathe DO, donc qui est bien formé. Il faut vraiment, je trouve, les intégrer dans le système de santé. Il n'y a pas de mauvaises questions, il ne faut pas avoir peur, on ne va pas les manipuler. C'est très bienveillant, c'est très doux. Il ne faut pas banaliser en fait, les petits soucis de ces enfants en disant ouais, il a la tête un peu trop comme ça, il régurgite un peu, etc. Oui. Faut pas s'inquiéter, faut prendre en charge quand même. Bah ouais, faut quand même prendre en charge parce qu'il peut y avoir des impacts quand même plus ou moins importants. Et puis non. Il n'y a rien d'autre de spécial, je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour. Bah écoute, je te remercie en tout cas beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que pour les personnes qui vont être parents ou qui viennent de l'être, ça va être très intéressant. Je pense. Et je vous remercie aussi pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à partager ça justement avec des personnes que ça pourrait intéresser et aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir la notification des nouveaux épisodes qui vont sortir.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et à bientôt pour un prochain épisode. Maxime, encore merci. Merci et bravo à toi. Salut. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien